Donc déjà, bonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps par rapport à tout à l'heure. En tout cas, kol hakavod pour ceux qui sont venus ce soir. Petit record historique en termes de nombre négatif, mais c'est pas grave. Le mérite, il est pour vous. Ça arrive, il y a des soirs comme ça. Donc du coup, c'est un cours particulier. Donc si vous avez des questions, on peut prendre plus le temps, il y aura moins de voix. Il n'y a aucun problème. Justement, on va profiter d'être moins nombreux que d'habitude pour voir justement si on peut tourner ça en débat. C'est avec grand plaisir. Alors, donc la paracha de Korach, on va replacer les choses dans leur contexte. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui s'appelle Korach, qui est de la tribu de Lévi, et qui un beau matin se réveille. Alors, on va voir que ce n'est pas forcément qu'un beau matin comme ça, c'est venu d'un coup. Mais en tout cas, il y a un jour, un beau jour, il vient, et il se dit pourquoi ce ne serait pas moi qui deviendrais le chef? Alors vous allez dire, c'est sympathique, c'est légitime. Alors oui, ça aurait été légitime si on était dans une démocratie. Mais il est bien connu que, eh bien, il y a des périodes où il y a la place pour la démocratie, d'autres périodes où ce n'est pas le cas. Et là, on se trouve à quelle période de l'histoire? On se trouve à la période de l'histoire où il y a un chef qui est plus légitime que tous les autres. Il s'appelle Moshe Rabbeinu. Ok? Il s'appelle Moshe. Donc tu as un bonhomme qui vient et qui veut prendre la place de Moshe. Ce bonhomme-là, encore une fois, il s'appelle Korach. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien entendu, parce que s'il est tout seul à vouloir être chef, il n'y a pas grand-chose qu'il le devienne. Il n'y a pas de grande chance qu'il le devienne. D'accord? Tu peux te présenter aux élections et tu vas faire comme Jean Lassalle, tu vas faire 0,1. D'accord? Et puis c'est magnifique. T'as amusé la galerie. D'accord? Il allait sur tous les plateaux, il faisait rigoler bien tout le monde. Mais au final, il a plus perdu son temps qu'autre chose. Ok? C'est un peu l'idée. Korach, dans l'absolu, s'il est seul, c'est pas quelqu'un de stupide, il ne va pas tenter le diable. Il ne va pas se mettre à dos Moshe Rabbeinu. Donc tu sais pertinemment qu'il est l'élu d'Akadosh Baruch Hu. Et donc forcément, c'est qu'il y a des gens qui le suivent. Maintenant, c'est comme partout. C'est comme dans tous les domaines. Quand tu veux te présenter à des élections, quand tu veux prendre le pouvoir, il te faut un bon parti. D'accord? Il te faut des gens qui te suivent. Donc il va commencer à se tourner vers des gens qui parlent beaucoup, vers des gens qui font beaucoup de bruit. D'accord? Et donc il va vers des personnes que l'on connaît bien, qui s'appellent Datan Aviram en particulier. Datan Aviram qui ont justement, pourquoi il va vers eux? Parce que ce sont deux personnages qui ont eu le toupet déjà en Égypte de s'opposer à Moshe Rabbeinu, qui ont dénoncé Moshe Rabbeinu aux Égyptiens. Et donc après ça, Pharaon a voulu tuer Moshe. Moshe s'est enfui pendant une longue période de l'exil égyptien, etc. Donc il sait qu'en se tournant vers Datan Aviram, il va trouver écho à sa demande, il va trouver écho à son projet. Pareil, encore une fois, quand vous avez un projet, vous savez, je ne sais pas, vous devez rendre un projet dans le cadre de vos études, vous voulez le faire à 2, à 3, quand on se tourne vers quelqu'un et qu'on lui demande s'il veut bien le faire avec nous, on pense qu'il a de fortes chances de dire oui. Il y a des personnes dont on sait dès le départ qu'elles vont dire non. On ne leur demande même pas est-ce que tu le ferais avec nous, est-ce que tu le ferais bien avec moi. Ok? Donc il va vers Datan Aviram parce qu'il sait que Datan Aviram sont des gars sûrs. Des gars sûrs pourquoi? Des gars sûrs pour faire des histoires. Donc eux, dès qu'il y a des histoires, ils sont là. Donc il va les voir. Ok? Donc ça, on connaît un peu les personnages, c'est logique. Et puis il y a un personnage qui s'appelle Ve'on ben Pelet. Il s'appelle On, ce monsieur, fils de Pelet. Donc on va l'appeler familièrement On. Donc il va voir On, d'accord? Ou On, d'accord? Comme vous voulez. Et donc il va voir On et il lui demande, voilà, j'ai besoin d'hommes forts, j'ai besoin d'hommes ambitieux et je veux que tu te rallies à ma cause. Et au départ, On donne son accord. D'accord? Il donne son accord, il dit ok, je suis avec toi, je suis partant. Ça, c'est au début de la paracha, c'est le premier verset de la paracha. Ok? Maintenant, ce qui est intriguant, c'est qu'en fait, quand on suit un peu les... Donc, vous connaissez la suite de l'histoire, hein? Donc, ils sont opposés à Moshe Rabbeinu. Bien entendu, Dieu a répondu favorablement à Moshe Rabbeinu, okay? Et non pas, bien entendu, à Korach. Et vous connaissez l'histoire, la terre s'est ouverte et a englouti tous ceux qui s'opposaient donc à Moshe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Datan Aviram, on les revoit dans la suite de l'histoire dans les psukim. On reparle d'eux, ils refont parler d'eux.
Mais On ne le voit plus du tout. On le voit dans le premier verset pour nous dire qu'il était OK avec Korah, et puis après, que nenni, il disparaît, ni vu ni connu. Alors tu veux dire qu'il disparaît comme si qu'il s'était enfui sous terre, mais le problème c'est qu'avant que la terre s'ouvre, il était déjà plus là. Donc à savoir où est-ce qu'il s'était caché, où est-ce qu'il est venu. Si on nous l'a introduit justement dans les premiers passages de cette histoire-là, c'est que c'est un personnage important. Mais un personnage important, quand tu lis un bouquin, quand tu lis un roman, si tu un personnage important, il ne disparaît pas au bout d'un chapitre sans qu'on te dise où il est. D'accord? C'est qu'il est forcément quelque part dans l'histoire. Donc on est face à ce On-là qui disparaît. Où est-ce qu'il est passé? Rami m'explique qu'au final, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Et qui c'est qui l'a convaincu de changer de camp, de se détourner de Korah? C'est qui? C'est sa femme. Sa femme a réussi à le convaincre que ce n'était pas une très bonne idée au final d'essayer de faire le malin avec Moshe. D'accord? Donc on va expliquer comment elle l'a convaincu. Et ça va être ça le point central de notre histoire. Mais elle a réussi à le convaincre de dire, attends, tu as vu avec qui tu as affaire? Tu veux toi t'amuser et tu t'as promis quoi? Il t'a promis quoi, Korah? Il t'a promis des choses sûrement. Bah oui, parce que quand tu veux convaincre quelqu'un d'aller en guerre, ok, il faut que tu aies de bons arguments. Les gens, ils viennent pas. Après, tu as des sauvages qui viennent à la guerre pour le plaisir de tuer, pour le plaisir de faire mal. Ça arrive. Mais globalement, il y a besoin d'une carotte. D'accord? À l'époque, on avait les guerres, etc. C'est parce que l'ambition, c'était d'accumuler des trésors, de voler, de piller toutes les villes. Et au final, c'était ça les arguments des empereurs, etc., qui arrivaient à soulever des foules phénoménales. Maintenant, la femme de On, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu vas t'amuser à te battre contre quelqu'un comme Moshe? Moshe, c'est le messager d'Akadosh Baruch Hu. C'est le sheliach de Dieu. Donc, toi, tu vas t'amuser avec celui qui transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et au final, On a eu la bonne idée, une fois n'est pas coutume, d'écouter sa femme. Ok. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent qu'il y a un verset dans la Torah, dans Mishlei, qui dit « Chomad Nashim Banta Beta ». C'est l'intelligence des femmes peuvent édifier une demeure, peuvent construire une maison, un foyer. Ivelet Beyadea Tarsena. Par contre, si la femme est stupide, elle peut tout détruire. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Nos Chachamim nous explique que quand une femme fait parler son intelligence, alors elle peut construire une famille, un foyer, des enfants, un couple extraordinaire. Mais à contrario, quand c'est la stupidité qui s'empare d'elle, alors elle peut tout détruire très facilement. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce verset nous dit que la réussite, non seulement de la famille, mais d'un homme, dépend essentiellement de la femme. La femme peut pousser son mari à exploiter son potentiel de manière extraordinaire, mais tout autant qu'elle peut, en le dirigeant de la mauvaise manière, à s'autodétruire. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, alors vous allez me dire oui, c'est pas tout à fait totalement vrai constamment, etc. Mais une femme, elle a une capacité, elle a des capacités, un potentiel en elle qui est celui de pouvoir orienter les décisions de son mari où est-ce qu'elle le souhaite. Après, encore une fois, comme le verset le dit, il faut le faire de manière intelligente. Tous les conseils, toutes les manières ne sont pas forcément bonnes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec ici la femme de On, comment est-ce qu'elle a réussi à faire changer d'idée son mari. Mais Mishlei, Shlomo HaMelech nous dit dans Mishlei, sachez mesdames que vous avez un pouvoir que les hommes n'ont pas. Celui de pouvoir orienter les événements comme elles le souhaitent en fonction de ce qui va prédominer dans leur réflexion, l'intelligence ou la stupidité. Donc Rami nous dit que ce verset qui parle de l'intelligence d'une femme et de la stupidité d'une femme fait justement référence et allusion aux deux femmes qui sont protagonistes de notre histoire. Pourquoi? L'intelligence d'une femme peut bâtir des foyers extraordinaires. On parle de qui? Nous disent nos Chachamim. On parle
de la femme de Korah. De la femme de On. Qui, grâce à ses conseils, a évité à On d'être détruit et englouti par la terre, comme l'a été quelques jours plus tard Korah et tous ces hommes, et tous ces larbins qui l'ont suivi dans sa folie des grandeurs. Et à contrario, la stupidité, quand c'est la stupidité qui est entre ses mains, elle est destructrice. On parle de qui? De la femme de Korah. Pourquoi de la femme de Korah? Qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans, la femme de Korah? Nos Chachamim nous disent, qu'est-ce qui a poussé Korah dans cette folie? Dans cette folie finalement quasi suicidaire. Qu'est-ce qui l'a poussé à se confronter à Moshe Rabbeinu? Vous savez quoi? C'est l'ambition mal placée. Elle allait voir son mari un bon matin. Elle dit, tu sais, Korah faisait partie de la tribu de Lévi. Donc il avait quand même déjà un rôle assez important, puisque les Lévim étaient ceux qui servaient au temple, juste derrière les Kohanim. Maintenant, qui était Kohen? Aaron et ses enfants. Donc Aaron, le frère de Moshe, et ses enfants. Sa femme est venue le voir, lui a dit, mais tu trouves ça normal que Moshe, il a filé la Kemouna à son frère, et que tout ça, ça reste dans sa famille? Franchement, c'est incorrect. Ça m'étonnerait que ce soit le bon Dieu qui lui a dit de tout prendre pour lui. Hein. Tu vois, ils prennent tout pour eux. Moshe Rabbeinu et sa famille, son frère, son oncle, sa sœur, c'est une prophétesse, elle dirige les femmes, donc c'est la dirigeante des femmes, sa sœur. Son frère, c'est le Cohen, lui, c'est le boss, c'est lui qui dirige tout. Sa famille, hop, ils sont ramenés à eux. Est-ce que tu trouves ça normal? Donc elle a dit ça un matin. Korah, il dit, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, bon. Et puis une semaine après, non mais franchement, tu crois vraiment que Dieu, il va tout donner à une personne? Franchement, ça m'étonnerait que ce soit le bon Dieu. Et ainsi de suite. Et lui, Korah, tous les matins, il entend sa femme comme ça. Et au final, ça rentre dans sa tête. Le message, inconsciemment, il s'infiltre de manière insinueuse comme ça, hop, insidieuse. Et puis au final, un bon matin, il se réveille. T'as raison, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors je dis, mais attends, mais t'es un homme ou t'es pas un homme? Tu peux pas te laisser faire. T'es un battant, t'es un guerrier. Moi, quand je t'ai connu, tu avais des ambitions. Et là, tu t'écrases devant Moshe. Et hop, et tous les matins, ça rentre. Et au final, le gars, il dit, t'as raison, je suis un mec, je suis un guerrier. Tu vas voir, il va voir Moshe, de quoi je me chauffe. On y va. Les gars, qui est avec moi? Donc il va faire le tour, il ramène les racailles du quartier. Hop, c'est ça. Et il va en bas de la fenêtre et dit, vas-y, descends si t'es un homme. Vas-y, il va voir, il va Moshe Rabbeinu. Oh, on est où là? Eh oui, mais qui c'est qui l'a monté la sauce? Ça s'est pas fait en une seule fois. C'est sa femme, petit à petit, qui lui a mis cette idée, qui a germé dans son cerveau, jusqu'à un moment donné, dire ok. Parce que pourquoi? Parce qu'un homme, au final, ce qu'il veut, au fond de lui, après il y a des hommes qui s'y prennent mal, il y a beaucoup d'hommes qui s'y prennent mal, mais tout homme, normalement, constitué de manière normale, a envie que sa femme soit fière de lui. Je vous dis, clairement, mesdames, un homme, au fond de lui, il a ça. Après, il y a des hommes qui ne savent pas s'y prendre. Il y en a qui pensent qu'ils doivent imposer leurs idées, etc. C'est autre chose. Mais dans l'idée, un homme, par exemple, vous savez, un homme, quand sa femme, elle n'est pas contente, quand sa femme, elle est malheureuse, quand sa femme, elle est triste, eh bien finalement, inconsciemment, ou dans sa tête, au fond de lui, il se dit que c'est de sa faute. Donc il n'est pas bien, lui, également. Alors il y a deux réactions. Soit il essaie d'être compréhensif, d'essayer d'écouter pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc., etc. Ou bien, ça c'est la bonne manière, ou bien il y a la mauvaise manière de se braquer et comme finalement il culpabilise que sa femme ne soit pas bien, soit malheureuse, d'essayer de dénigrer les sentiments de son épouse en lui disant « Non mais tu n'as aucune raison d'être triste, tu n'as aucune raison d'être angoissé, c'est n'importe quoi, mais pourquoi tu es agressif ?» Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de discussion entre deux personnes dans un couple où t'as la fille qui est triste et l'autre qui dit « C'est n'importe quoi, tu es toujours en train de pleurer, toujours en train de façon… » Mais pourquoi tu es agressif? J'ai pas le droit de dire que je suis triste, même si tu penses que c'est pas normal. Bon, base. Non, ça rend agressif le bonhomme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si lui, il le prend pour un reproche. Genre, c'est toi qui me rends triste. Et donc, ça l'énerve. Et donc, au lieu d'essayer de chercher à comprendre, il va essayer de casser ta tristesse. Comme ça, il pense que grâce à ça, tu vas plus être triste. Et comme ça, il n'aura plus à culpabiliser. Il préfère que tu sois énervé plutôt que tu sois triste. Parce que si tu es triste, c'est de ta faute. Énervé, tu es une folle. Bon, c'est pas de ma faute. D'accord? Triste, c'est de ma faute. Donc, le gars, t'es débile, t'as rien dans le pochiche, machin, t'es qu'une pleureuse, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce qu'un homme, en fait, au final, il ne supporte pas que sa femme, que sa copine, etc., finalement, soit pas heureuse, épanouie, etc., etc. Et un homme, il aime plaire à sa femme. Donc, du coup, Korach, lui, il veut plaire à sa femme. Il veut que sa femme elle soit fière de lui.
Donc il s'est dit, bah, tu sais quoi, bah, on va tenter, c'est pas grave, on va tenter. Donc on va se battre avec Moshe Rabbeinu. Quelle intelligence. Et au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, vous le voyez tous les jours, à petite échelle. On n'est pas là chez Korach, Moshe Rabbeinu, comme je l'ai dit, c'est une folie démesurée. Mais prenez par exemple dans les familles. Dans les familles où il y a 3, 4 frères et sœurs qui sont mariés. Ok? Chut. Ok? Dans ces familles-là, est-ce que les disputes de famille, la plupart du temps, vous savez comment elles commencent? Vous savez, des fois, il y a l'oncle, mon père ne parle plus à son frère, ma soeur, ma mère ne parle plus à sa belle-mère, etc. Vous connaissez les histoires, d'accord? On se reconnaît tous dans ces... Il y a toujours Après, il y en a que ça prend des proportions comme ça, il y en a que ça prend des proportions comme ça. Bon, la plupart du temps, c'est quoi? C'est une question de cavote. Mais t'as vu pourquoi il y en a toujours pour ton frère? Et ta mère, t'as vu ta mère, comment elle gâte beaucoup plus ton frère que toi, ou comment elle gâte beaucoup plus l'autre belle-sœur que moi? Et qu'est-ce qui se passe? Donc le mari, il voit que sa femme, elle n'est pas bien, donc il va voir sa mère. Ouais, c'est dégueulasse ce que tu fais, nous on n'est pas à notre place, etc. C'est que des histoires de place, c'est que des histoires de cavode. Ouais, et t'as vu d'ailleurs quand il est invité, et lui, les enfants, il leur a acheté tel cadeau à l'anniversaire, alors qu'au neveu, il leur a acheté ça la dernière fois. Des histoires comme ça. Mais souvent, c'est quoi? C'est que dans le couple, tu as toujours, peut-être un peu plus souvent, le côté féminin de la chose qui prend les choses plus à cœur et qui analyse beaucoup plus les détails qui se passent autour d'une table familiale. Alors que des fois, pas tous, mais les hommes, ils en ont un peu plus rien à faire, d'accord? Bon, ça va, c'est pas grave si toi, tu as acheté une nappe, elle lui a acheté des serviettes, c'est pas le problème, d'accord? Mais bon, une femme, des fois, elle a l'œil sur ces choses-là. Et donc le mari, quand il entend que sa femme elle n'est pas contente, donc après il va voir sa mère, ou il va voir son frère, ou il va voir sa soeur, et il commence à lui dire les choses entre quatre yeux. Ouais, tu sais, c'était le manque de respect, et au mariage la dernière fois, tu m'as même pas salué, ou tu m'as même pas assis à la table, ou tu m'as à peine calculé, tu m'as basé, ou tu m'as pas assis à la bonne table, tu m'as pas assis à la table d'honneur, ce que tu veux, c'est que des bêtises, que des bêtises. Mais comment ça marche? Un homme, jamais il est tout seul, quasiment jamais tout seul, en mode ouais, je suis vénère, parce que la dernière fois, j'ai reçu des torchons à la place des serviettes, alors que l'autre il va acheter des torchons. Bon. D'accord, ça n'existe pas. À la rigueur, bon, il va le remarquer, il va vite passer à autre chose. Parce que c'est par contre, quand dans la tête, on lui met des choses en place, hop, ça se répète, se répète, se répète, se répète, se répète. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses, elles ne sont pas du jour au lendemain. Et c'est souvent parce qu'il y a une personne proche qui nous monte la tête dans une certaine direction. Et au final, ça peut prendre des proportions démesurées et arriver à de grosses histoires. Maintenant, comment est-ce que la femme de On, elle, a convaincu donc son mari, On, finalement, de quitter Korach et de se faire petit, de dire « je ne me mêle plus de vos histoires ». Vous savez, c'est quoi l'argument qu'elle a utilisé? Un argument exceptionnel, tellement il paraît simple. Elle est venue le voir. Elle lui dit « Mon chéri, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de suivre Korach? Explique-moi. » Elle a commencé à répéter le discours de Korach. Bah, tu comprends, c'est pas normal que ce soit Moshe Rabbeinu. Moshe, lui, il accapare tous les pouvoirs et le peuple n'a rien. Il n'y en a pas pour les autres. Ok? Ah, intéressant. Ok. Et qu'est-ce que Korach veut faire? Bah, Korach, il veut changer ça. Ah oui? Et comment? Eh bien, justement, il veut prendre part au pouvoir, il veut avoir le pouvoir. Ok? Mais toi, dans cette histoire, eh bien moi, je serai un des proches collaborateurs de Korach. Donc au final, elle lui a dit ça, je ne comprends pas. Pour le moment, tu es proche de Moshe Rabbeinu et tu veux devenir proche de Korach. Tu as gagné quoi au change? Tu étais numéro 2, tu vas rester numéro 2. Seulement, au lieu d'être le numéro 2 de Moshe, tu vas devenir le numéro 2 de Korach. Donc tu vas gagner quoi? Walou, ce ne sera jamais toi chef, tu seras toujours le numéro 2. Donc tu vas te bousiller la vie, tu vas te mettre un dos à un tas de personnes, d'accord? Pour au final quoi? Statu quo, rester le même. Donc, numéro 2 pour numéro 2, autant rester numéro 2 sans verser de larmes, autant rester numéro 2 sans avoir à sacrifier beaucoup de choses. Et puis, de toute façon, finalement, les hommes, de manière générale, dans la vie, c'est plutôt la place de numéro 2 qui leur est destinée. Parce que la place de numéro 1, elle est pour qui? Elle est pour la femme. Non, je plaisante. Mais bref, tout ça pour lui dire, elle lui a démonté son argument qui était de dire que c'était une bonne chose de se rallier à Korach. Maintenant, lui, il a essayé d'insister, il dit j'ai promis mon soutien à Korach, etc. Il dit tu sais quoi, mon chéri, va dormir, la nuit porte conseil, tu verras que j'ai raison. Ok? Comme toutes les femmes. Maintenant,
qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'elle finalement elle l'a sauvé? Parce que lui, il était quand même mal à l'aise. Il dit, il faut quand même que j'aille parler à Korach. Je ne peux pas le lâcher du jour au lendemain. Moi, je suis quelqu'un de fidèle, j'ai qu'une parole. Une fois que j'ai donné ma parole, je ne peux pas changer comme ça. Maintenant, elle savait que ça aurait été difficile de casser le contact. Le problème, c'est que même si elle le convainc, le lendemain, il va les rejoindre. Avec toute l'ambiance entre eux, machin, ça se trouve, il peut repartir. Donc, elle a dit, va dormir, va te reposer, ça va te faire du bien. Le matin, le lendemain, il y avait ce qu'on va appeler un meeting. D'accord? Il y avait un grand meeting électoral, d'accord, prévu par Korach. Et donc, ils sont allés, Korach est parti chercher tous ses collaborateurs et il voit que quand ils se rassemblent, il voit que On n'est pas là, alors que c'était le numéro d'Atan Valvira, mais lui, c'était les 3 proches conseillers qu'il estimait. Et puis, il voit que On ne vient pas. Il dit bizarre, il n'a pas dû se réveiller. Donc il vient, il se range dans sa tente, parce qu'il était dans le désert, dans leur tente. Il toque, il dit Madame On, oui, oui, je viens chercher On. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit ok, une seconde, je vous ouvre. Elle ouvre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle ouvre et il voit une femme qui, pour lui, n'est pas normale. Pourquoi elle n'est pas normale? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu connais l'histoire? Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de On? Tu connais pas? Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de On? Un truc, pour l'époque, qui était terrible. Un truc de débauché, un truc de fou. Vous avez rigolé? Elle a découvert sa tête. Elle a enlevé le foulard. Ah, me dire, et alors? Bah, à une époque, à une certaine époque, une femme qui avait la tête découverte, c'était gravissime. D'accord? Ça montrait que c'était une femme qui n'avait pas de, on va dire, de grande valeur. C'était une femme débauchée. Ok, chaque époque a ses valeurs. En tout cas, à cette époque-là, une femme qui avait la tête découverte, c'était une femme infréquentable. Et donc, Korach, qui malgré tout, même dans sa folie, garde un semblant de valeur, on voit que même les pires personnes de l'histoire peuvent avoir des valeurs. Vous savez, même les mafieux, par exemple, eh ben, l'Avdil, parce que Korach, ce n'est pas un mafieux dans l'absolu, parce que lui, il avait dépensé, ce n'est pas le sujet ici de s'attarder sur Korach, mais il avait dépensé quand même, pour lui qui était dans sa réflexion, les Shem Shamaim, mais même il a fait, par exemple, on ne touche pas à des enfants, ou on ne touche pas à des femmes, etc., ou les enfants. Bon, bref, ils ont certaines valeurs. On peut avoir certaines valeurs, même si on est un meurtrier, qu'on tue en masse, qu'on deal, etc. Lui, il avait des valeurs. Si la femme de On a la tête découverte, c'est qu'au final, On est marié à une débauchée, et donc lui-même, il n'est pas forcément fréquentable. Et donc finalement, Korach s'est retourné et a dit c'est bon, je n'ai pas besoin de lui. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, le moussard qu'il faut comprendre de là, nous, la leçon à tirer de là, de tout ça, la leçon à tirer de tout ça, c'est bien entendu que quand il y a des mahloktot, quand il y a des scandales, quand il y a des histoires, mais alors, de manière générale, il faut éviter. Il faut éviter d'être dans les embrouilles. Il faut éviter de devoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Moi, je dis toujours que si tu peux être bien avec tout le monde, sois bien avec tout le monde. C'est vrai qu'on a souvent un sentiment de dire qu'il faut que je sois fidèle aux gens qui me sont le plus proches. Mais des fois, la fidélité, elle est stupide. Il y a des fidélités stupides. Par exemple, des fois, les gens ne vont pas réfléchir. Par exemple, je ne sais pas moi, disons, si ton frère, il est en dispute avec une personne, même si ton frère qui a tort à 100%, tu dis, bah, je vais le défendre coûte que coûte. Non, mais s'il a tort, il a tort. D'accord? Pareil. Ta mère, elle a une histoire avec quelqu'un. Bon, ton cousin, ça peut arriver. Non, une histoire que j'ai une histoire avec quelqu'un, une dispute. Des idées mal placées. D'accord? Vas-y. Il y a des gens tordus. Non, je rigole. Mais il y a. Ah, je sais pas, mais quand je dis une histoire, c'est elle s'embrouille avec ta tante. D'accord? Mais imagine-toi que c'est ta mère qui a 100% tort. Est-ce qu'elle fait que je suis à sa fille? Je suis obligé de. Ah oui, tu dois respecter la. Il faut que tu ne te mêles pas. Tu prends ne te mêles pas. Ah, mais c'est ma mère. Oui, mais si elle a tort, elle a tort. Donc le mieux, c'est de prendre la distance. Je ne me mêle pas. Aucune histoire n'est bonne pour le futur. Il ne sortira rien des histoires. Ça veut dire que toi, si tu te mêles, forcément, il y a des personnes qui t'en voudront. Il y a des personnes qui ne te parleront plus. Il y a des personnes qui. Tandis qu'en ne te mêlant pas, bon, il y a des personnes qui peuvent dire ouais, tu aurais pu m'aider. Mais je préfère qu'on me dise tu aurais pu un peu plus m'aider, plutôt qu'on me dise ouais, je te parle plus, tu as été dégueulasse, comment tu m'as trahi, comment tu m'as enfoncé, alors que finalement, c'est moi qui avais raison. Écoute, je préfère que tu sois un peu pas content que finalement, je ne me sois pas mêlé, plutôt que l'inverse. Une dispute, ça n'apporte rien à. Alors, je vous parle de disputes banales qui peuvent parsemer notre vie.
Mais là, on parle en plus de quelque chose encore plus, c'est différent, parce que là, on parle quand même de quelqu'un qui s'est élevé contre le plus grand des plus grands, c'est Moshe Rabbeinu, le maître de tous les prophètes. Donc on ne parle pas juste d'une petite dispute banale qu'il peut y avoir dans une synagogue, dans une famille, entre potes, après être sorti avec quelques grammes d'alcool en trop dans le sang, sorti d'un bar, d'accord, etc., etc. On parle vraiment de... Mais malgré tout, l'idée est la même. Il n'est pas bon, il ne fait pas bon de se mêler des disputes, c'est tout. Tu vois une dispute, tu prends de la distance. Maintenant, ici, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la démarche de la femme de Korah, de la femme de On, décidément. On a dit, c'était quoi l'argument, Brian, c'était quoi l'argument de la femme de On, on a dit? Comment est-ce qu'elle a convaincu On de ne pas se rallier à la cause de Korah? Hein? Ah, à ce moment-là? À quel moment tu n'étais pas au téléphone? Ok. Elle lui a dit, tu seras toujours numéro 2. Donc numéro 2 pour numéro 2. Hein? Oui? Oui ou non? Ok, alors numéro 2 pour numéro 2, autant pas se casser la tête. Maintenant, si on réfléchit entre nous 2 minutes, quelques instants, normalement, l'argument qui aurait dû prédominer, ça aurait dû être lequel? Quel argument elle aurait dû dire? Quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus puissant, de beaucoup plus émettre, de beaucoup plus vrai. C'est quoi? C'est quoi le contexte? Nous, ça dort, hein? Korach, il en dispute avec qui? Avec Moshe. Dispute Korach, Moshe. On est après le don de la Torah, après la sortie d'Égypte, après l'ouverture de la mer Rouge. Ok? C'est qui le gagnant? Tu paries sur qui? D'accord? À côté match là, ou si tu dois parier, tu paries sur qui? Sur Moshe. C'est même pas du 99% de chance de gagner, c'est du 100% de chance. La cote, elle est à zéro. C'est-à-dire que tu mets de l'argent, tu récupères même pas ta mise. Quoi. C'est sûr que c'est Moshe. C'est Moshe le boss. C'est pas genre tu vas rien gagner, mais tu es obligé de suivre Moshe Rabbeinu. Demain, je sais pas, tu as quelqu'un, je sais pas, disons que tu as le rabbi de Louvavitch devant toi, et tu as un monsieur que tu connais à peine, avec un chapeau, une barbe, et qui dit ouais, doit être moi le rab, etc. Bon, même si tu n'es pas religieux, mais tu sais qui c'est le rabbi. Donc tu sais que tu vas pas commencer, même si tu le connais, même si c'est ton beau-frère l'autre, tu vas pas te dire je vais y aller avec lui. Tu dis il faut être malade. Moi, je vais me taper avec le rabbi. Le gars, toutes les bénédictions qu'il dit, ça se réalise, etc. etc. Je ne suis pas fou. Alors là, si on parle du rabbi, mais Moshe Rabbeinu, c'est... D'accord, c'est intouchable, Moshe Rabbeinu. D'accord, c'est intouchable. Donc pourquoi la femme de Han, tout simplement, elle lui a pas dit, bah, c'est Moshe, c'est pas que tu dois pas être, c'est pas que tu vas rien gagner, tu dois être avec Moshe Rabbeinu. Et on peut un peu pousser la question en disant, et en plus, pourquoi les Chachamim ils disent que la femme intelligente qui a construit des générations, qui est exceptionnelle, c'est la femme de Hod. Bon, il y a une dispute, elle a réussi à calmer son mari, et ça s'est bien terminé. Il y en a des femmes pourtant qui arrivent à calmer leur mari, à faire baisser la température quand ça commence à s'énerver avec des disputes. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel cette femme de Hod? Bon, elle a calmé son mari, ok. Mais Madame Sarfati, la dernière fois, quand son mari voulait s'énerver au feu rouge parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une queue de poisson, elle l'a calmé aussi. Elle a dit ça sert à rien de t'énerver. Le gars, ils sont quatre dans la voiture, ils vont te payer, si tu te lèves, ils vont te péter la tronche. Bon, elle a réussi à calmer son mari aussi. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulièrement intelligent? Alors, c'est vrai que quand je vous ramène les éléments comme ça, hein, ça paraît hyper logique. Le problème, c'est que quand on dit logique, on parle de personnes qui raisonnent logiquement, qui raisonnent avec leur cerveau. Donc, quand tu parles de réflexion, donc tu amènes des arguments sensés pour contrebalancer la première réflexion. Mais ça, ce sont pour des gens qui sont dans la réflexion. Maintenant, le problème, c'est que ici, dans la démarche de Korach, il n'y avait aucune réflexion logique. Il n'y avait rien de sensé. Rien ne tenait la route. Qui c'est qui parlait? En hébreu, on l'appelle comment? C'est le Yetzirah. En d'autres termes, c'est parler avec ses tripes, parler avec ses sentiments, il parlait avec sa rancœur, d'accord? Mais c'était tout sauf une histoire de logique. Le problème est quoi? Le problème, il est que quand tu n'es pas dans une démarche de réflexion intellectuelle, de logique, donc j'aurais beau te présenter
1001 arguments plus logiques que les tiens, tu ne voudras rien entendre. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est branché sur quoi? Il est branché sur off. Le cerveau, il est éteint. J'ai envie de ça, j'ai envie de me. Tu sais, les gens, ils ont envie de se taper des fois. Et des fois, tu leur dis non, mais ne tape pas, ça sert à rien, qu'est-ce qui va se passer? En plus, ça se trouve, c'est lui qui est 10 fois plus gros. Tu sais, des fois, les gosses, des fois, ils vont se taper avec des grands qui leur font deux têtes de plus. Et tu vas essayer de raisonner les gosses, tu vas dire, tape pas, tu vas te casser la tête. Ah, je m'en fais, je vais lui casser la tête, non, retiens-moi. Tu sais, et vas-y, comme ça, le gars, il fait 1m20 et il veut se taper avec un mec qui fait 1m90. D'accord? Lui, il est comme ça, l'autre, il a des bras, c'est des jambes. Et le gars, ouais, je vais me les taper. Mais tu sais bien que tu vas te faire mettre KO en 2 minutes. Qu'est-ce que t'essayes? Mais combien de fois on a vu des gars qui veulent faire les fiers à se taper avec des gars plus grands qu'eux et qui finissent par terminer par. Et pourquoi? Il n'y a rien de plus logique. Calme-toi, il va te mettre KO en deux, même pas, avec un doigt, il te met KO. Et alors, en fait, parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont vexés, parce qu'ils sont blessés. Alors du coup, il n'y a plus le cerveau qui marche. C'est quoi qui marche? On va plutôt dire le cœur, mais ça ne réfléchit plus en tout cas avec la tête. Et quand ça ne réfléchit plus avec la tête, aucun argument ne peut prendre le dessus. Ici, qu'est-ce qui motivait Korach et par ricochet On? C'est quoi? C'est la fierté. La fierté. Quand c'est la fierté qui parle, la fierté de quoi? De dire j'en ai marre que ma femme elle me voit comme un numéro 2, je vais être numéro 1. Je vais être un boss, je vais avoir des responsabilités. Tu auras beau lui expliquer que c'est pas bien ce qu'il fait, que c'est péché ce qu'il fait, ce que tu veux. Mais jamais il l'écoutera, jamais il acceptera. Il dit non, il faut que je montre aux gens quelle est ma valeur. Il faut que je montre aux gens ma manière de penser. Combien de personnes ils ne sont pas capables de fermer leur bouche quand ils sont énervés, quand ils sont contrariés, quand ils sont… Et vous savez, le problème dans les disputes, souvent, même si ça n'en vient pas aux mains, combien de fois quand on est en dispute, on dit des choses blessantes? On balance des choses qu'après, quand on s'est calmé, on se dit mais comment j'ai pu dire des choses pareilles? Comment j'ai pu balancer soit des dossiers que je connais, soit insulter de la sorte, soit rabaisser la personne devant autant de monde? Après, tu regrettes, tu culpabilises. Mais pourquoi sur le coup, ce n'était pas le cas? Parce que sur le coup, ta tête, elle n'était pas là. Ta tête, elle n'était pas là. Il y a tout qui parlait sauf ta tête. Et quand la tête n'est pas là, la discussion ne sert à rien. C'est pour ça, par exemple, quand vous avez des fois des disputes avec des gens même qui vous sont proches, ça ne sert à rien d'essayer d'argumenter. Ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se barrer. Prends la distance, tu vas faire un tour. Ou bien si c'est en soirée avec des copains, tu pars, c'est pareil, tu te barres. Et puis le lendemain, 2 jours, 3 jours, 4 jours plus tard, la température sera redescendue. Tu essaies de mettre de côté ta fierté, tu prends ton téléphone, tu appelles, tu dis ouais, bon, et on s'est un peu fighté. Je trouve, je me suis barré parce que je trouvais pas ça, je trouvais un peu que ça prenait des proportions un peu démesurées. Voilà, je t'appelle pour qu'on en parle de manière beaucoup plus posée, etc. Et là, tu as évité des problèmes. Tandis que si tu t'étais entêté, et comme il y avait des copains et des copines autour de la table, donc il fallait que tu répondes à l'insulte, il fallait que tu répondes à la remarque. Donc tu vois quoi, t'as vu la remarque qu'il m'a fait? Il m'a dit que j'étais débile devant tout le monde, il m'a dit que j'avais rien dans la tête devant tout le monde. Bah, je vais lui dire de quel bois je me chauffe. Et là, tu commences à répondre. Et lui, l'argument, hop. Et il suffit qu'il y en a 2 ou 3 qui prennent parti, là, ça finit en pugilat. D'accord? La chorma, c'est de prendre du recul. Ça, c'est l'intelligence. Maintenant, encore une fois, même dans ces situations-là, c'est pas facile de prendre du recul. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Toi, maintenant, tu es à côté de cette personne-là qui est en train de… La moutarde lui monte au nez, il est vénère, il a envie de tout casser. Comment est-ce que tu peux le calmer? Lui dire ça sert à rien, non, c'est pas grave, il n'a pas voulu dire ça, ou tu vas rien gagner. Il n'entendra pas. Il n'entendra rien. Il faut parler avec un langage qui est différent de la logique. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, dans la vie, il y a 2 possibilités. Il y a soit il faut, soit je veux. En hébreu, on dit soit ani tsarir, soit ani rotse. Est-ce que je veux ou est-ce qu'il faut? C'est quoi la différence? Quand je dis je veux m'imposer, je veux dire ce que j'ai envie de dire, je veux taper, je veux casser, je veux m'énerver. On va voir dans d'autres domaines après. C'est qui parle? Quand tu dis je veux, c'est tout sauf le cerveau qui parle. Parce qu'en fait, quand c'est le cerveau qui parle, quand c'est la logique qui parle, comment tu t'exprimes? Tu dis il faut. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Exactement. Par exemple, hein? Bien sûr. Maintenant, trouver les bons arguments. Et c'est là la chorma. Parce que normalement, l'intelligence, c'est que quoi? L'être humain, il doit toujours essayer de switcher et ne pas rester en j'ai envie, mais plutôt de dire il faut.
Le plus grand Yetzirah, je vous en parle régulièrement, la plus grande difficulté dans la personnalité d'une personne, dans sa construction, c'est quoi? C'est, il y en a pour qui ça peut être facile, mais on va dire 80% des gens, surtout entre 15 et 30 ans, la plus grande difficulté, c'est quoi? C'est de se réveiller le matin, à l'heure, tôt, de profiter, de ne pas attendre la dernière minute pour se lever, pour sortir du lit, de ne pas faire des grasses matins non plus finir, etc. Ok? On est d'accord ou pas? C'est une difficulté que tout le monde a. Maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à te réveiller de bonne heure? Pourtant, tu sais que si tu ne te réveilles pas de bonne heure, à l'heure où tu as mis le premier réveil et pas le 10e, d'accord? Parce qu'on en met tous, on sait très bien. En fait, le fait de mettre déjà 10 réveils, c'est-à-dire que tu sais dès le départ que tu ne te réveilleras pas au premier. On est d'accord ou pas? Ok, on est d'accord. Tu mets les réveils à 7h, après à 7h15, après à 7h30, après à 7h45. Donc tu sais que tu te réveilleras à 7h45. C'est juste pour te donner bonne conscience. Alors pourquoi j'en mets un à 7h? Parce que tu sais que dans l'absolu, il faut que tu te réveilles à 7h. Mais au fond de toi, donc il faut que tu te réveilles à 7h. Mais au fond de toi, tu as envie de te réveiller à quelle heure? Le plus tard possible. Donc tu vas pousser le bouchon à l'extrême. Et tu sais que qu'est-ce qui va prédominer, c'est quoi? C'est ta volonté. Maintenant, le travail, c'est de transformer le j'ai envie au il faut. Basculer du j'ai envie au il faut. Et que c'est le il faut qui doit prédominer. Ça, c'est un travail. Il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois bien dans tes bottes, que tu sois bien réveillé le matin, que tu aies le temps de préparer ton déjeuner que tu vas amener avec toi au repas, pour que tu aies le temps de te maquiller, pour que tu aies le temps et pas partir avec des chaussettes dépareillées, d'accord, des cheveux en pétard, d'accord. C'est un travail, bien entendu, c'est un travail personnel. Mais vous la voyez où la différence? Ce que vos parents vous disent depuis que vous êtes gosse. Si tu avais un avion à prendre, tu te réveillerais à l'heure. On est d'accord? On la connaît tous, on a tous entendu cette phrase. Mais pourquoi? Pourquoi quand tu as un avion à prendre, bah justement, tu arrives à te réveiller tôt? Même si l'avion il est à 5h du matin, tu vas te réussir à te réveiller parce que c'est pas j'ai envie de prendre l'avion. C'est qu'il faut que demain matin, je prends l'avion. Donc il faut, mais oui, c'est ça. Mais c'est que tu as intérêt, c'est-à-dire que ta volonté de dormir est nulle par rapport à l'importance du moment. On est d'accord ou pas? Alors c'est quoi la différence? La différence, elle se traduit en une phrase. C'est prendre conscience. Non, c'est pas, franchement. Vas-y, remets. Brian. Après. D'accord? Yabi, t'es venu, en 2 secondes, t'as tout cassé. Donc en fait, tu comprends bien que quoi? Tu comprends bien que même si ton cerveau sait, attention, il y a une différence entre dit sait et le comprend, même si ton cerveau sait, S-A-I-T, d'accord, dans le terme savoir, ce qu'il faut faire, ce qui est important, mais tu ne l'as pas forcément compris et intégré à l'intérieur de toi-même. Donc en fait, tout n'est qu'une histoire, ok, de conviction. Se convaincre de ce qui est important. Et plus tu te convaincs, plus tu arriveras à mettre en place les choses dont tu sais que… Parce que le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'une fois que tu t'es réveillé comme tu avais prévu au final avec ton réveil de 7h45 et que tu dois être prêt en combien? 15 minutes, d'accord? Il suffit juste que tu aies 10 minutes de brossage de dents, tu n'as déjà plus le temps de faire quoi que ce soit. Donc tu sais quoi? Que quand tu vas dans la voiture, que tu mets tes filets dans 2 secondes chrono, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas voir, déjà, tu vas culpabiliser de ne pas t'être levé. Mince, dommage, je ne me suis pas levé à 7h. Mais pourquoi tu te dis maintenant à 8h, dommage, je me suis pas réveillé à 7h et qu'à 7h, tu t'es pas dit que plus tard, je vais me dire que ce sera dommage que je ne me suis pas réveillé à 7h et donc réveille-toi à 7h. Mais parce que, c'est pas ça, parce que, encore une fois, le il faut, la logique pure n'est pas assez ancrée en toi pour qu'elle prenne le dessus sur ton instinct, on va dire, animal, sur ton envie première. Et en fait, c'est pour ça que, pourquoi vous voyez souvent, en plus, ces personnes, elles prennent de l'âge. Attention, moi je connais des phénomènes pour lesquels ça changera, même à un certain âge, ça sera toujours pas, je connais des gars de 50, 60 ans qui n'arrivent toujours pas à se lever avant 11h, c'est pas, mais la plupart, vous voyez, toujours on voit les vieux, les personnes, pas que les vieux, mais des personnes déjà qui ont 40, 50, 60 ans, avoir plus de facilité, justement dans ce domaine-là en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en fait, les heures défilent, la vie défile et que chaque moment est important et que je ne peux pas m'octroyer le luxe de négliger ces moments-là. Donc en fait, ils ont intégré l'importance de se lever. Et en fait, ça vient
avec l'âge, ça vient avec l'expérience. Il y en a qui prennent cette conscience beaucoup plus tôt que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que si tu n'essaies même pas de le faire, tu ne prendras jamais conscience. Mais c'est un travail à faire. C'est un travail à faire. Comme par exemple passer du temps. Passer du temps avec ses proches, passer du temps avec ses enfants, passer du temps avec son conjoint. C'est autant de choses importantes. Mais pourtant, sur le coup, tu n'as pas les nerfs. Quand ta copine elle commence à te raconter tous ses soucis, tu as la flemme. Mais au final, ce que tu ne comprends pas, et c'est ce que tu peux comprendre si après tu commences à faire un travail suffisant et nécessaire, c'est qu'au final, ce sont ces moments-là où ça te saoule, mais que tu fais l'effort d'être à l'écoute de l'autre, qui construisent la relation de couple. Ce n'est pas quand c'est facile, ce n'est pas juste quand on est au restaurant en train de manger ou quand on est en train de partir au parc Astérix ou je ne sais pas où qui est important. Non, c'est important de manière régulière de le faire et c'est ça qui va consommer. Ça, tu ne prends pas conscience tout de suite. Maintenant, ça, donc encore une fois, s'il y a vraiment un gros cerveau, beaucoup de séchel, alors oui, tu peux réussir à switcher un petit peu, à switcher, à passer du j'ai envie à il faut. Mais quand on est dans la démesure complète, comme dans l'histoire avec Korach, donc on revient à notre point principal. Excuse-moi, Shai, tu veux me dire quelque chose? Une question? Non, c'est bon? Ok. Le problème, c'est que dans Korach, il n'y a plus aucune logique. Maintenant, vous savez, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, et c'est pour ça qu'elle est mise en avant de la femme de On, c'était quoi sa force? C'est que ce n'est pas juste qu'elle a compris ce qui était bien ou pas bien. Comme on l'a dit, ça, c'est accessible à tout le monde, même à nous. D'accord? Simple mortel, on peut comprendre qu'il y a Moshe, il y a les autres. Non. Son intelligence a été quoi? Son intelligence a été d'adapter son discours à la situation. Ça a été d'adapter ses arguments à la stupidité de son mari. Son mari, stupide, veut se jeter, d'accord, dans la fosse au lion, se suicider, c'est du suicide. Elle dit, si je vais essayer de lui dire, tu sais, c'est Moshe quand même, l'élu de Dieu, il ne va rien entendre, parce qu'il a une idée en tête. Donc il faut raisonner l'absurde par l'absurde. Quand quelqu'un te parle stupidement, tu lui parles stupidement. Ah, tu vas me dire, non, il ne faut pas prendre les gens pour des bêtes. Non, mais si tu lui parles de manière raisonnée, il n'entendra rien puisqu'il n'est pas dans le raisonnement. Il est dans la stupidité. Donc, il faut utiliser des arguments stupides. Donc, je vais lui dire, tu sais quoi, ok, tu sais quoi, tu as une idée de génie. Tu veux être numéro 1, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, mon chéri, je t'aime, je te kiffe, tu es exceptionnel, j'adore ton ambition, tu veux être numéro 1. Génial. Tu veux être au top, tu vas avoir d'ambition. Mais même dans cette ambition, tu vas être combien au final? Tu resteras numéro 2. Donc, tu as gagné quoi? Tu ne vas rien gagner. Moi aussi, j'aimerais que tu sois un homme exceptionnel, respecté par tout le peuple juif et que tout le monde t'écoute. Moi aussi, je suis ta femme, donc j'aimerais que. Mais est-ce que tu le seras réellement? Maintenant, tout ça, c'est faux. Parce qu'elle sait très bien que non. C'est Moshe, il n'y a personne d'autre. Donc, que son mari soit proche de Moshe, ça suffit largement. C'est comme, je sais pas, moi, tu as Baba Saleh, le gars, il dit, je vais prendre la place de Baba Saleh. Non, tu sais très bien que c'est impossible. Mais par contre, si tu arrives à être dans son cercle proche, dans ses intimes, ah, tu es content. Donc, elle a dit, mais qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Argument stupide, contre-argument stupide. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut savoir il faut savoir sortir les bons arguments au bon moment. C'est pour ça, encore une fois, quand je reprends les exemples de tout à l'heure, quand vous avez des gens qui s'énervent, en moi je vais me taper, je vais truquer, etc. Toi, tu vas essayer de le raisonner, mais tu sais, il est quand même plus fort que toi, il a des pecs comme ça, machin, etc. Il t'entend pas, il s'en fiche, le gars, il est dans. D'accord, combien de fois tu commences à t'insulter avec quelqu'un? Mais pourquoi c'est ça? Est-ce que les insultes vont résoudre quelque chose? Est-ce que tu crois que quand tu es en train d'insulter quelqu'un de CON ou de autre chose encore plus vulgaire, est-ce que ça résoudra le problème? Est-ce que tu sortiras grandi de cette histoire? Alors pourquoi les gens les insultent? Pourquoi les gens les insultent? Parce qu'ils ont mis off sur le cerveau. Maintenant, comment est-ce que… C'est pourquoi en général les gens ils insultent? Déjà, premièrement, ils n'ont pas d'argument. Ils ne savent pas quand ils insultent, c'est qu'ils n'ont aucun argument en général. Pour ça. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argument. C'est qu'ils n'ont pas cherché à trouver des arguments. C'est pas pareil. Tu peux en trouver, mais tu cherches pas. Tu comprends? Effectivement, sur le moment, tu n'as rien à dire, donc tu t'énerves. Donc, mais pareil. Donc, si tu n'as pas d'argument, c'est que le cerveau il est sur off. C'est ça? Donc, on reste dans cette idée du cerveau on-off. Ok? Eli, laissez ensemble comme ça, elle reste chaude. Tu comme ça, je termine en 5-10 minutes. Ah, on a des livreurs de luxe aujourd'hui.
Baruch Hashem. Bonsoir, bonsoir. J'ai pas de monnaie pour le pourboire, Mechna. C'est tout de suite le buffet alors. Non, non. Ok. Vous savez, c'est comme... Donc en fait, pour résumer, et on va partir, on va bifurquer sur la fin pour pouvoir avoir une belle conclusion. Ok. Pareil, c'est... Gabi, tu connais, c'est pareil que... Il y en a qui vont se retrouver. L'idée, c'est pareil, dans le « il faut » et « j'ai envie », c'est comme, vous savez, ces étudiants qui savent qu'ils ont des examens et que tous les jours, le matin, ils savent qu'ils ont un programme, mais ils n'arrivent pas à s'y mettre, ils n'arrivent pas. Comment ça se fait? Parce que je n'ai pas les nerfs. Donc ton envie, elle prend le dessus. Pourtant, il faut que tu révises et tu n'as pas les nerfs. Donc en fait, le « il faut », eh ben, il est écrasé par l'envie. Maintenant, je vais arriver à la conclusion. Les enfants, petite minute, s'il vous plaît, merci. Ok. Ok. Ça, c'est comme avec les enfants. Allez, par exemple, là, si je vous dis, c'est important d'écouter le cours, il y a des gens qui sont venus pour l'écouter, quand on discute, ça, quand on fait du bruit, ça dérange ceux qui veulent écouter. Bon, vous allez entendre, puis ceux qui veulent parler, ils vont parler dans quelques instants. Par contre, si je vous dis que c'est dommage, parce que là, l'épisode est en train de refroidir, j'ai peut-être plus de chances d'obtenir le silence. Maintenant, au final, la vraie raison qu'il faut faire le silence, parce que quand tu es dans un cours, il faut être silencieux. On est d'accord ou pas? Maintenant, le problème, c'est que ça, personne n'écoute. Donc, si tu dis que c'est parce que l'épisode va refroidir et qu'elles seront moins bonnes, si je suis interrompu tous les 2 minutes, peut-être plus de chances que ça aille jusqu'au bout. Bref, quand on parle avec un enfant, encore une fois, on utilise des arguments pareil d'un enfant. Tu ne parles pas, même si par exemple, des parents, ils veulent que leur enfant, il mange. Il y a un plat d'haricots verts et de poisson blanc à manger à la maison. Toi, tu veux faire manger ça à ton enfant. Si tu expliques, tu comprends mon fils, dedans il y a des fibres, il y a des protéines, il y a des machins. L'enfant, est-ce que tu vas le motiver à manger? Non. D'accord? Maintenant, c'est quoi le dialogue d'un enfant pour le motiver? Soit tu dis, voilà, soit tu as une petite récompense, je te donne une gommette, un point, donc il s'en fiche. Ou bien tu lui dis, tout simplement, quoi, tu vas devenir hyper musclé. Pour être intelligent, il faut manger beaucoup, beaucoup de poissons. D'accord? Bon, alors qu'au final, je sais pas vraiment si ça fait gagner vraiment en quotient intellectuel, mais tu t'adaptes à la personne que tu as en face de toi. Et je vous dis encore plus que ça, non seulement tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi, mais tu dois t'adapter à toi-même. Ça veut dire quoi s'adapter à soi-même? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple parce que personnellement, moi ça m'a aidé. À un moment donné, quand je faisais un peu mes études un peu tout seul par correspondance à un moment donné, on est tous pareils. C'est difficile en plus quand tu es à la maison, tout seul. Rudy, tu ne sais pas attendre 2 minutes s'il te plaît. C'est difficile pour nous tous, quand tu es seul à la maison, de dire je vais m'asseoir dans mon bureau, tout seul, et de me mettre à travailler. Alors que j'ai plein de trucs, je peux faire des défis, je peux aller jouer à la PlayStation, je peux faire plein de choses. Un truc hyper simple qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est de se promettre à soi-même une récompense. De dire que quoi? Dire tu sais quoi? Je travaille 1 heure. Et si je travaille 1 heure, après avoir travaillé 1 heure, c'est quoi? Je me commande soit un kiff, d'accord? Je me commande, je ne sais pas ce que vous aimez, un shawarma, un burger, un grillbar. Ou bien par exemple, tu te dis, dans 1 heure, je me regarde un épisode. Ok? Je me tape un épisode d'une série, de la série que je kiffe. D'accord? Eh bien, je vous garantis, ceux qui font ça, déjà, tu ne te mets pas un programme démesuré, sinon ça ne tiendra pas. Ok? Tu te mets quelque chose de grand, tu dis 1 heure, je peux tenir 1 heure. Et je me fais un petit cadeau personnel à moi-même. La plupart du temps, ceux qui réussissent à faire ça, quand ils finissent l'heure, eh ben, ils n'ont même pas envie de regarder leur épisode, ils ont envie de coucher parce qu'ils sont lancés dans leur programme. Ils ont même s'acheter la glace ou le shawarma ou le burger qui sont promis, ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'au final, je suis tellement lancé que maintenant, ça y est, je suis dans le mood. Alors je suis dedans. Mais c'est quoi? Mais c'est stupide. Tu ne dois pas travailler parce que tu vas t'offrir un burger après.
parce que tu vas regarder l'épisode après. Tu dois travailler parce que tu dois travailler, tu as des examens à la fin de l'année, Abrel. Ok? Mais non, mais tu parles, mais comme ta fainéantise, elle n'est pas logique, ta volonté de traîner dans le lit, ta volonté de rien faire, elle est contre-productive, donc elle n'a aucune logique. Donc tu n'es pas dans la logique, donc tu dois te parler à toi-même en vertu de toute logique. Et en fait, c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Vous savez, on va arrêter là. J'ai 5 feuilles, j'en ai fait que 2, c'est dommage. Mais par exemple, l'exemple typique, c'est quoi? L'exemple typique, c'est, par exemple, la cigarette. La cigarette, ceux qui fument, ils savent que c'est stupide. Ils savent que c'est stupide. Ils savent qu'ils se bousillent la santé. Ils savent que non seulement ça leur bousille la santé, ça leur pompe leur argent, d'accord? Ça crée une dépendance. Quand Shabbat sort à 23h, les gars, déjà à 19h samedi, tu ne peux plus leur parler. Les gars, ils ont envie de se cogner la tête contre des murs. Donc, il n'y a aucune raison logique à fumer. Et c'est encore plus insensé, par exemple, quand vous voyez des docteurs qui fument, des docteurs qui savent les dégâts que ça engendre, qui connaissent le nombre de morts dus au tabac. Comment tu expliques que même des gens intelligents, ils se mettent là-dedans? La question, c'est tout simplement, quand c'est le ratson, que c'est la volonté, l'envie qui prend le dessus, sur la logique, les gens, ils sont capables d'aller très loin. Les gens, ils sont capables de se détruire et finalement de pourrir leur vie. Mais ce n'est même pas qu'une question de religion. C'est de manière générale, dans tous les domaines de la vie, on peut trouver ça. Bon, on est obligé d'arrêter là, il est déjà assez tard. Mais si on aurait pu encore continuer à débattre. Merci de votre présence encore une fois. Bezrat Hashem. Et on se retrouve la semaine prochaine.